Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire de janvier 2023. C'est la première édition de 2023. Et ce soir, c'est moi qui présente, dans le fond, sur un sujet qui m'est très particulier, sur le domaine de l'allergie. Je m'étais dit, ça fait 25 ans cette année là, que je fais la clinique d'allergie à l'hôpital Montfort, presque autant à l'hôpital d'Hawkesbury également aussi. Et j'avais l'occasion peut-être ce soir de partager un petit peu mon expérience sur l'approche des allergies alimentaires, basée sur mon expérience, sur les milliers et les milliers de patients que j'ai vus avec allergie ou intolérance alimentaire et partager avec vous des perles cliniques sur le sujet. Donc ce soir, ça va être très pratique encore une fois. On va voir des cas cliniques qui sont tirés de ma pratique et essayer de répondre aux questions que vous avez sur tout le domaine vaste de la démystification des allergies alimentaires. Alors, je remercie les gens qui sont inscrits ce soir. On est 82, soit en direct, soit en différé. Donc, bienvenue à tout le monde. Et évidemment, je m'étais dit, si ce soir, je présente une conférence qui ressemble à ça, bien rapidement, vous allez vous transformer en ceci. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis habituellement plus pratique que ça. Et ce soir, on va parler d'immunologie, mais sachant que plus on l'étudie, moins on comprend. Donc, on va pas aller dans des questions de détails là, importants sur l'immunologie, sur la cellule. On va aller sur des aspects pratiques qui relèvent de vrais patients et des choses qui sont claires que vous pourrez enseigner et partager avec vos patients. Alors, la conférence ce soir va porter justement sur différencier entre une allergie alimentaire et une intolérance. Parce que le terme allergie a le dos large. On est allergique au parfum, on est allergique à la fumée de cigarette, on est allergique à la nourriture. Mais on va voir ce que ça veut dire être vraiment allergique versus intolérant. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup plus d'intolérance que d'allergie alimentaire. Donc, on va faire la différence entre les deux. On va parler de qu'est-ce qu'on fait s'il y a véritablement une allergie alimentaire. Est-ce qu'il y a des vaccins? Est-ce que tout le monde a besoin d'un auto-injecteur d'adrénaline? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans l'adrénaline? Donc, on va en parler un petit peu. Et on va parler également de quel patient devrait être référé, parce que l'accès aux allergologues est difficile. C'est peut-être plus facile en Ontario qu'au Québec, mais ça peut prendre des fois plusieurs mois. Et le patient peut avoir beaucoup d'anxiété sur le fait qu'il est rendu allergique à toute la nourriture, il coupe tous les aliments, puis c'est la panique à chaque fois. Donc, on va voir comment on peut rassurer un patient. Puis évidemment, si on a besoin d'un test d'allergie pour prouver quelque chose ou pour prouver au patient justement qu'il n'y a pas d'allergie, bien évidemment, on va être là pour vous aider. Alors, ce sont les objectifs ce soir et c'est ma divulgation. Je vous rappelle que j'ai aucun honoraire pour cette conférence. Ça fait partie de mon rôle comme directeur de la formation médicale continue à l'Université d'Ottawa. Donc, le format ce soir, cas clinique. Donc, vraiment des cas tirés de ma pratique, textuellement, exactement ce que les patients m'ont dit. J'ai simplement pas mentionné les noms et évidemment, j'ai changé les photos. Ça va être interactif. Je vais vous faire réfléchir aussi. On ne jouera pas avec le vote ce soir. Je ne ferai pas voter à distance. Par contre, juste pensez à ce que vous feriez, puis je vais vous faire réfléchir. Donc, je vais utiliser la pause comme méthode interactive et partager avec vous des perles cliniques. Hein. C'est quand est-ce qu'une allergie alimentaire est réelle? Qu'est-ce qui est allergique? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qui on réfère pour des tests? Donc, m'assurer que c'est très clair. Puis, on va déborder du cadre de l'allergie. On va parler de maladies cœliaques, on va parler d'intolérance alimentaire, on va parler de tests sanguins. Donc, on va voir couvrir à peu près là, tout ce qui relève du chapitre de l'allergie ou de l'intolérance alimentaire. Parce que dans le fond, c'est ça. Lorsque vous voyez un patient qui se plaint de la nourriture, bien, la question à se poser, est-ce que si la réaction, elle est immunologique? Est-ce que notre système immunitaire participe? Et classiquement, c'est la type 1, ce qu'on appelle la réaction immédiate ou anaphylaxique. C'est celle-là qu'on ne veut pas manquer nécessairement. Donc, c'est important lorsqu'on écoute le patient, puis on va voir que l'histoire est essentielle, d'établir si cette intolérance alimentaire-là, elle est effectivement immunologique ou non immunologique. Parce que dans le non immunologique, il y a toutes sortes de choses, de qualités associées aux aliments qui font en sorte que ce n'est pas nécessairement une allergie. Alors, si on regarde encore ce tableau-là ici, on peut voir des patients. Je vais revenir en arrière ici. Là, j'ai un petit peu de difficulté avec... parfait, on revient. Donc, vous voyez en haut, une réaction non immunologique, hein, ça inclut tout le chapitre des intolérances. Par exemple, on n'est pas allergique au lait, on est intolérant au lactose parce qu'on ne digère pas le lait. Si on a de l'urticaire ou du prurite parce qu'on a mangé trop de fraises, il faut savoir que la fraise contient beaucoup d'histamine aussi.
Si on a des problèmes de douleur digestive parce qu'on a consommé du café ou des épices, ben, c'est souvent une action irritative. Et si on mange un fruit de mer qui est contaminé, c'est peut-être un effet toxique. Donc, des fois, ce n'est pas clair. Le test, évidemment, d'allergie va nous permettre d'établir ce qui est en cause, mais souvent, l'histoire nous mène au diagnostic. Alors, je vous rappelle que d'un point de vue, moi qui fais des tests d'allergie, très souvent, je sais très bien, avant de faire le test, si le patient est allergique ou non. Et c'est souvent le patient qui va me fournir des indices basés sur l'histoire. Donc, par définition, hein, on va juste ramener ça un petit peu en haut ici. Par définition, ici, allergie veut dire composante immunologique. Alors que, évidemment, on parle d'allergie médiée IgE, type 1, anaphylaxie, versus non-IgE. Et non allergique, c'est tout le reste, dans le fond. Des intolérances, des effets secondaires, les propriétés physiologiques, le côlon irritable, etc., ce sont tous des composantes non allergiques. Et c'est important de faire la différence parce qu'on peut décéder d'une allergie alimentaire, mais jamais d'une réaction non allergique. Donc, évidemment, on ne veut pas se tromper. On va voir la méthode pour établir le bon diagnostic. Puis évidemment, les tests seront là pour nous aider. Alors, l'anaphylaxie, c'est la plus inquiétante. C'est celle qu'on peut retrouver avec certains antibiotiques, certains médicaments, les venins également. Mais l'anaphylaxie, c'est ce qui nous fait peur. C'est vraiment la type 1 immédiate. Elle est médiée par les IgE. Et c'est celle-là qu'on fait dans les tests d'allergie. Quand on fait un test d'allergie pour les pollens, la nourriture ou certains médicaments, ce qu'on va détecter, ce sont des IgE. Et évidemment, lorsque ça nous apparaît immédiat, et on va savoir l'histoire, lorsque ça nous apparaît multisystémique, bien, c'est sûr qu'on pense davantage à l'anaphylaxie. Par contre, ça c'est une perle clinique, rappelez-vous que l'allergie à la nourriture, c'est rapide. Souvent dans les 30 minutes, exceptionnellement 120 minutes. Mais j'ai souvent des patients qui se réveillent le matin avec l'angioedème ou de l'urticaire et qui ont mangé un souper la veille, puis ils blâment le souper. Mais s'ils étaient bien au coucher, c'est sûr que ce n'est pas alimentaire. Donc, première règle, si c'est la nourriture, le patient en a mangé dans les 120 minutes précédant l'apparition des symptômes. Si c'est plus de 120 minutes, ça n'a rien à voir avec l'allergie. Et en moyenne, 10 à 30 minutes. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Alors, voici les cas cliniques ici. Ça, c'est vraiment là, des cas basés. Je n'ai rien changé au texte. C'est un patient qui dit, l'autre jour, elle remonte ma troisième femme. Moi, je n'ai pas demandé ce qui est arrivé aux deux autres femmes. M'a fait une tarte aux crevettes. Je n'ai pas questionné le but de la tarte aux crevettes. Puis évidemment, il dit 10 minutes après, plaque partout, grosse diarrhée, de la misère à respirer, c'est-tu normal? Eh bien, lui, je sais que ce n'est pas normal. D'abord, 10 minutes, hein, évidemment. Deuxièmement, la crevette, hein, qui est une des allergies les plus fréquentes chez l'adulte passé 40 ans. Est-ce que c'est normal? Non. Par contre, c'est sûr qu'à l'histoire, il faudra chercher s'il n'a pas pris un médicament en même temps, s'il n'a pas été piqué par une guêpe en même temps. Mais cette histoire-là m'apparaît beaucoup plus suspecte pour une réaction allergique. Alors, le diagnostic, toujours basé sur l'histoire. Un patient ne peut pas décider de venir me voir parce qu'il a une fatigue chronique et il va me demander des tests d'allergie. Je ne les ferai pas. Et la raison, c'est que les tests ont une bonne valeur négative, mais une très mauvaise valeur positive. Si quelqu'un, pour le plaisir, veut être testé pour des allergies alimentaires, bien, il va avoir 20 de résultats positifs. Alors, imaginez, moi, je sais que le patient n'a pas d'allergie alimentaire, mais parce que financièrement, ça me rapporte, je vais faire 50 tests. 20 des tests vont être positifs. Puis là, je vais expliquer au patient, ah, c'est juste un faux positif, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il va penser, lui, lorsqu'il voit un test à l'œuf puis au poulet? Il va penser que le médecin, finalement, a manqué son coup, que le test est positif. Donc, on ne teste jamais, jamais à l'aveugle. Si c'est de l'intolérance, si ça n'a pas l'air allergique, je ne ferai pas les tests. Puis évidemment, c'est sûr que c'est fiable aussi. Hein? Donc, un patient qui a pris un antihistaminique avant, qui n'a pas arrêté 48 heures avant le test, on va se retrouver avec un faux négatif à ce moment-là. Donc, c'est notre rôle de s'assurer que le test est fiable. Et ça, notre commis va le dire, arrêter les antihistaminiques avant, mais jamais tester à l'aveugle. Un patient ne peut pas venir pour le plaisir, voir s'il peut se faire tester parce que sa mère a une allergie alimentaire. Le test n'est pas fiable lorsqu'il est positif. Donc, c'est une perle clinique.
C'est sûr, si j'ai une bonne histoire et un test positif, c'est clair. Mais quand j'ai une histoire douteuse puis un test positif, ça veut en général rien dire. Alors, l'histoire, ce qu'on fait, hein, qu'est-ce que tu as mangé? Combien? La réaction, es-tu dans les 120 minutes, hein, le délai? Est-ce que tu l'as éliminé? Hein? Souvent, les patients viennent me voir de l'urgence en blâmant la crevette, puis disent: Ah oui, j'ai mangé des crevettes depuis, puis tout va bien. C'est sûr que c'est pas ça. Alors, est-ce qu'il a éliminé? Est-ce qu'il a rajouté? Combien de temps ça a duré? Hein? Et un classique, c'est l'urticaire chronique. Hein? L'urticaire chronique n'est jamais une maladie allergique. Mais par contre, ça a commencé suite à un repas de crevettes et ça fait 6 mois que le patient fait de l'urticaire. Il est convaincu que c'est à cause de l'allergie. Mais une maladie chronique n'est jamais allergique. L'urticaire allergique est une urticaire aiguë qui va durer 24-48 heures et qui va disparaître par la suite. Qu'est-ce que le patient a utilisé? Hein? Est-ce que ça a répondu aux antihistaminiques? Est-ce qu'il a eu besoin d'adrénaline? Donc, ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Alors, une réaction de type 1, puis j'ai dit que je ne vous montrais pas beaucoup de photos, juste vous rappeler qu'il y a eu une sensibilisation. Puis pourquoi on devient allergique? C'est vraiment pas clair. On ne sait pas pourquoi. On sait que l'allergie alimentaire spécifiquement n'est pas génétique comme pourraient l'être les allergies environnementales, l'asthme ou l'eczéma. Mais il y a un dérèglement du système immunitaire qui fait qu'on va créer des anticorps qui vont s'ajouter aux mastocytes. Et la prochaine fois qu'on rencontre l'allergène ici, on a une dégranulation du mastocyte et qui va donner toutes sortes de complications, de l'asthme, de l'urticaire, d'angioedème, etc. Mais pourquoi on se sensibilise? Ça, on ne sait pas encore. Pourquoi on a mangé du homard toute notre vie, puis à 60 ans, on n'est plus capable? On ne sait pas exactement pourquoi. Il y a un dérèglement qui se crée au niveau du système immunitaire. Alors, en clinique, ce qu'on voit dans les réactions allergiques, l'urticaire, l'angioedème, très souvent, encore une fois, aigu. Hein? L'urticaire, puis je vais en parler plus à la journée de Montfort cette année, mais l'urticaire chronique n'est jamais une maladie allergique. Alors, si vous référez les patients pour urticaire chronique, c'est parce que vous voulez une prise en charge du traitement, mais certainement pas pour des tests d'allergie, parce qu'encore une fois, je ne les ferai pas. L'urticaire chronique est une maladie auto-immune. Mais si c'est aigu, puis il y a un aliment qui était dans les 120 minutes, ben c'est sûr qu'on va pousser pour rechercher l'allergie alimentaire. Ça peut être digestif aussi, puis c'est ce qui nous mêle des fois. Le patient a des problèmes de nausées, de vomissements, de diarrhée, puis on dit: est-il intoxiqué par la moule, lui est devenu allergique aux mollusques? Donc, on peut essayer d'aller l'identifier. On ne fera jamais de l'asthme tout seul. Par contre, l'atteinte respiratoire est souvent en association avec l'atteinte cutanée, l'atteinte digestive. Évidemment, la pire est le choc anaphylaxique. Oui, on peut décéder parce qu'on a consommé un produit laitier ou une arachide, etc. Chaque jour, il y a des gens qui décèdent, souvent des jeunes qui sont décédés d'un choc parce qu'ils ont rencontré l'allergène. Donc, ça peut être traumatique. Évidemment, il ne faut jamais se tromper. Alors, voici ce qu'on voit, l'urticaire, encore une fois, aigu, pas chronique. Hein? Un patient n'aura pas d'urticaire chronique pendant 2 ans, puis il va tout couper sa nourriture. Ça n'a rien à voir. L'urticaire aigu peut être allergique, et l'urticaire chronique est une maladie auto-immune. Donc, si on parle d'urticaire chronique, on parle d'un patient qui a une auto-allergie, et vous le dites, il est devenu allergique à lui-même. Donc, c'est l'explication, mais ce n'est pas en faisant des tests d'allergie alimentaire qu'on va trouver la cause. Évidemment, les aliments les plus fréquents sont souvent des protéines, donc particulièrement des aliments qui sont moins ancrés dans notre diète. C'est pour ça qu'on voit plus comme les fruits, on voit beaucoup plus d'allergies aux fruits exotiques et même l'arachide, parce que ce sont des produits qui ont été intégrés dans notre diète beaucoup plus tardivement. Alors que dans les pays du Sud, il n'y a pas tant d'allergies à l'arachide que ça, parce que ça fait partie de leur alimentation depuis des centaines d'années. Donc, on est allergique à une protéine, pas un additif, pas un pesticide, pas un antibiotique, pas un préservatif. Il faut vraiment une molécule organique. Ça n'a pas de différence que le patient va dire: j'ai mangé du organique, du bio, non organique. La protéine demeure la même. Dans 90% des cas, ce sont 4 groupes alimentaires. L'arachide, qui n'est pas une noix, hein, qui est une légumineuse, les noix, les poissons et les fruits de mer. Mais évidemment, dans ma pratique, j'ai vu l'allergie aux pommes, aux bananes, aux mangues, j'en ai vu au poulet, j'en ai vu au lait. Donc, on peut être allergique à n'importe quel aliment,
mais classiquement, dans 90% des cas, ce sera ceux-là. Les œufs et les laits, évidemment, moi, je ne vois pas les enfants dans ma pratique, mais c'est transitoire. Donc, il y a une immaturité du système immunogénique et souvent, vers l'âge de 8 ans, l'enfant va perdre son allergie aux œufs et au lait. Par contre, si elle persiste, elle peut être extrêmement dramatique et on voit encore des cas de décès d'allergie au lait chez les adultes. Ça peut être extrêmement dramatique. Mais heureusement, la majorité des gens vont la perdre. Donc, ce que je fais en pratique, le test d'allergie, donc j'ai une série d'antigènes, donc des protéines alimentaires, où j'applique une goutte et ce que je fais, c'est une dégranulation du mastocyte local. Donc, lorsque je fais le test d'allergie, il n'y a aucun risque d'anaphylaxie. C'est une petite quantité et ce qu'on fait, c'est simplement par aiguille, on va voir si le patient est sensibilisé. Alors, les avantages du test, c'est précis, hein? On aime le test quand il y a une valeur négative. Évidemment, je ne fais pas de test à l'aveugle, mais si j'ai une histoire claire et un test positif, ben, c'est très précis. Mais on l'aime quand il est négatif. Si j'ai une histoire douteuse, puis je me doute de quelque chose, que ce n'est pas ça, puis que le test est négatif, dans 95 à 100 on ne se trompe pas, ce n'est pas une allergie alimentaire. C'est peu coûteux, hein? En fait, lorsqu'on parle en Ontario, je pense que chaque test, c'est 87 sous. Donc, c'est pas la mer à boire. Il y a des gens malhonnêtes qui en font 50 parce qu'on a le droit d'en faire 50. Jamais, jamais je vais faire 50 tests. Le plus que j'ai fait, je pense, c'est 25, particulièrement si on combine avec des allergies environnementales. Faire des tests parce qu'on a le droit d'en faire 50 par année, simplement parce qu'on gagne plus, c'est pas éthique sur le plan médical et ce n'est pas scientifique non plus. L'avantage, c'est que c'est rapide aussi. En 15 à 20 minutes, je vais avoir mon résultat. Donc, quand on parle de réaction immédiate, le test d'allergie me donne la réponse immédiatement. Donc, on n'a pas besoin de revenir puis revoir le patient après des tests. On a la réponse la journée même. Est-ce qu'il y a des risques au test? Bon, un risque de piqûre. Hein. Souvent, les gens ont peur qu'on va leur faire mal. Ça ne fait pas mal. On place une goutte, on prend la petite aiguille, on gratte. Donc, douleur, inconfort. Je n'ai jamais vu d'infection. Des fois, un petit peu de saignement. Si le patient prend des antiplaquettaires, des anticoagulants. Il y a un risque de faux positif, par contre, 20 Donc, on choisit à qui on fait les tests. Anaphylaxie, j'en ai jamais vu en 25 ans. Par contre, ça existe. Ceux qui font des tests, notamment aux anesthésiques locaux, certains venins, tests que je ne fais pas moi, il y a toujours un risque d'anaphylaxie. Il faut les faire sous surveillance. Mais je vous dirais qu'en 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu d'anaphylaxie à cause d'un test d'allergie. Alors, c'est ce qu'on fait. On place une petite aiguille, on place une goutte, on prend la petite aiguille, on gratte. Et on a toujours un test histamine, toujours un test contrôle. Donc, ça, c'est le test qu'on appelle en anglais prick ou scarification. Puis, dans certains cas, notamment d'allergie à la pénicilline, ben, on peut aller un peu plus loin intradermique. À ce moment-là, on va sous la peau, un peu comme un test tuberculinique, et on peut vérifier si le patient a une allergie médicamenteuse. Il existe d'autres choses, puis ça, c'est intéressant parce que vous avez accès à ces tests-là qu'on appelle les IgE spécifiques, les RAS-tests. C'est moins spécifique, mais ça pourrait vous aider particulièrement si c'est négatif. Donc, si vous dites l'histoire ne fait pas de sens, puis le patient il est anxieux, puis il ne veut pas attendre 6 mois pour voir un ergologue, vous avez des tests IgE spécifiques pour la nourriture. Donc, crevettes, homards, morues, arachides, peu importe. Ils sont à la charge du patient, évidemment. Il ne faut pas faire une série, parce que c'est quand même 25 $ du test. Par contre, si le test il est négatif et votre histoire est bizarre, vous allez être capable d'éliminer vous-même une allergie alimentaire. L'histoire ne fait pas de sens, puis ton test IgE sanguin est négatif. Quand c'est positif, ben c'est positif. C'est là que ça demeure un peu ambigu. Est-ce que mon histoire est vraiment claire? Est-ce que mon test est positif? Puis vous pouvez juger que le patient a une allergie et c'est la fin. Ou à ce moment-là, vous pouvez le référer pour avoir une opinion. Mais rappelez-vous que les tests IgE sont disponibles. Évidemment, ils sont à la charge du patient. Hein. On parle de 20-25 $ du test, mais n'importe qui peut demander un test IgE spécifique. Donc, ça m'arrive de le demander des fois quand je fais un test, puis l'histoire est typique, puis là, le test est négatif, puis là, j'ai un doute. Alors, je vais aller chercher mon IgE, et à ce moment-là, j'aurai 2 sortes de tests pour me guider à savoir est-ce qu'on parle d'une allergie ou non. Parce que l'allergie, c'est oui ou c'est non. On n'est pas à peu près allergique ou peut-être allergique. Il y a trop de risques à prendre. On est allergique ou on ne l'est pas. Donc, c'est un outil qui est disponible, que vous pouvez utiliser dans tous les laboratoires privés, là, partout au Canada.
Puis évidemment, ben, ce qu'on appelle en anglais le gold standard, c'est vraiment la provocation ou le challenge. Je vous dirais que c'est fait plus souvent chez les enfants. Par contre, lorsque vous voyez un enfant de 8 ans, etc., puis là, le test aux œufs est positif, mais il en a mangé par erreur, ben, le but, c'est d'en donner. Donc, des doses croissantes d'aliments, souvent dans le cabinet, et on observe des réactions. Donc, des milieux hospitaliers ou cliniques spécialisées, évidemment, moi, je ne fais pas de provocation. Par contre, ça existe, puis ça rassure souvent les parents, à savoir que l'enfant a consommé des arachides dans le cabinet du médecin. Souvent, il y a un protocole de continuer à en manger à l'extérieur, mais c'est vraiment ça qui va déterminer à la fin si l'allergie a vraiment disparu. Quand on parle de désensibilisation, est-ce qu'on a des vaccins aussi efficaces qu'on a comme pour les venins ou pour la rhinite allergique? Bien, ça fait 50 ans qu'on parle d'un protocole pour l'arachide chez les enfants. Ça existe, dans le fond. C'est une immunothérapie orale, donc souvent un vaccin sublingual, où on donne des doses croissantes d'allergènes. Et évidemment, il y a un risque d'anaphylaxie durant le protocole. Il y a même eu des décès rapportés durant le protocole. Mais la question, est-ce qu'on crée une tolérance ou une désensibilisation complète? Mais en fait, c'est plus une tolérance. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on ne dit pas que grâce à la désensibilisation, tu pourras en manger ad nauseam ce que tu veux, mais on augmente le seuil si on veut. Donc, si le patient rencontre des traces d'arachide, puis Dieu sait qu'il y en a un peu partout, bien, il deviendra à ce moment-là plus tolérant. Donc, pour les parents qui ont des enfants allergiques, ça vaut la peine d'en parler avec l'allergologue pédiatrique, à savoir s'il y a des protocoles. Et ça pourrait ouvrir éventuellement la porte à d'autres protocoles chez l'adulte. Mais pour l'instant, c'est limité aux enfants. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je ne vois pas les enfants en bas de 8 ans. Par contre, ça existe quand même. Il y a un risque d'anaphylaxie. Mais peut-être qu'un jour, on va avoir des vaccins sublinguaux pour l'arachide, comme on les a présentement pour différents pollens aussi. Alors, dans ce cas-là, ici, ce qui est arrivé, c'est que le test au crustacé est revenu positif. Puis évidemment, j'ai diagnostiqué le patient avec une allergie au crustacé. Donc, lui en avait mangé toute sa vie, puis un jour, son corps l'a rejeté et il est devenu allergique au crustacé. Donc, qu'est-ce que vous faites avec un patient dans votre cabinet pour lequel vous êtes convaincu qu'une allergie alimentaire? Bien, en fait, c'est votre rôle, avant même qu'il soit évalué, de prescrire l'auto-injecteur d'adrénaline. Et là, il y a de la compétition un peu. Tout le monde connaît EpiPen, hein, 0,15 chez l'enfant, 0,3 chez l'adulte. Il y a l'allergèque, celui qui parle. Bon, pas fameux, hein, des fois, il ne parle pas, ou des fois, il parle anglais, puis le patient ne comprend pas. Puis le problème, c'est que l'allergèque, des fois, c'est dans un restaurant bruyant, vous n'allez pas comprendre. Donc, allergèque, je ne l'ai jamais prescrit. Évidemment, je connais très bien EpiPen. Mais il y en a un nouveau qui est arrivé qui s'appelle Emrad. Et lui, il y a quelque chose de différent. Emrad, d'abord, vous allez remarquer que 2 doses, 0,5 et 0,3, donc un peu plus que EpiPen, puis une aiguille un peu plus longue. Alors, est-ce que ça a de l'importance? C'est peut-être ça qui vient répondre à un besoin qui était là. D'abord, question de coût, ils sont tous pareils. Ils sont couverts au Québec et depuis cette semaine en Ontario. Donc, Emrad est couvert. C'est à peu près le même prix en Ontario aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est lorsque on se pique avec EpiPen, il faut faire une compression. Donc, si on fait juste pousser l'aiguille et puis on ne pousse pas sur la cuisse, bon, on s'aperçoit que majorité, particulièrement les femmes qui ont peut-être un petit peu moins de force, ne vont pas nécessairement avoir toute la dose de médicaments. Et même avec compression, certains vont la manquer aussi. Parce qu'on a besoin d'atteindre le tissu musculaire si on s'injecte l'adrénaline. Donc, si on va sous-cutané, ici, sans compression, on a beaucoup moins d'efficacité de l'adrénaline. Alors que si on va plus profond avec compression, bien là, on va aller chercher le muscle à ce moment-là. Alors, l'avantage de Emrad, c'est qu'il y a moins besoin de compression parce que l'aiguille est déjà plus longue, il faut y penser. Et l'autre chose, c'est qu'on était là avec des doses un peu plus grosses, 0,5 mg, qui est en fait la dose qu'on donne à l'urgence habituellement dans les anaphylaxies. Donc, on se dit, la dose, elle est plus forte. Et l'autre chose, une question de poids aussi. Pourquoi un patient de 40 kg aurait 0,3 mg et un patient de 120 kg aurait 0,3 mg? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, on s'est dit que le poids doit avoir une importance également aussi. Et c'est pour ça qu'on établit une deuxième dose. Donc, l'Association canadienne a émis quelque chose. En fait, si un patient pèse plus de 45 kg,
vous direz que c'est la majorité de vos patients, le 0,5 est recommandé. Alors que les personnes de plus petit poids, 0,3 serait correct. Puis évidemment, ben, il y a des doses chez les enfants aussi. Hein, EpiPen Junior, on connaît. Emerald Junior va venir éventuellement à 0,15. Il n'est pas encore sur le marché. Alors, vous avez des options, mais rappelez-vous que vous devez le faire. Donc, si des urgentologues ici, vous allez le faire. Si des médecins de famille, vous allez le faire parce qu'on ne sait jamais, avant même qu'il soit évalué, est-ce que le patient va rencontrer à nouveau son allergène? Et à ce moment-là, votre prescription pourra lui sauver la vie. Donc, c'est une nouveauté. C'est intéressant parce que ça répond à un besoin non comblé avec une aiguille plus longue et surtout une dose plus forte, particulièrement lorsque le poids du patient est plus élevé. Donc, ça, c'était pour la question d'anaphylaxie. Deuxième cas que je vois souvent, celui-là. À chaque fois que je mange des pommes, ça me pique dans la bouche. Ça pourrait être des noisettes, ça pourrait être des cerises, ça pourrait être des concombres, des melons. Et là, le danger, c'est que le patient, il remarque que c'est avec des pommes, mais ça peut être avec certains fruits. Et là, il a développé une allergie alimentaire à la plupart des fruits, ce qui amène de la panique et le fait qu'il coupe la plupart des fruits et légumes de sa diète. Ce que ce patient-là présente, en fait, c'est un syndrome allergique oral. Vous avez rappelé, il a dit « ça me pique dans la bouche ». Il n'a pas dit « je fais de l'urticaire, de l'angioedème, de l'anaphylaxie ». En fait, ce qu'il présente, c'est une prurite de contact sur la muqueuse orale. Muqueuse orale, qui peut inclure la bouche ou la gorge. Et pourquoi il y a des symptômes? C'est que lorsqu'il rencontre un fruit et légume qui partage son allergie avec les pollens, bien, il se crée un test d'allergie dans la bouche et c'est pour ça que ça pique à ce moment-là. Donc, en général, ce n'est absolument pas dangereux. Il faut rassurer le patient là-dessus. Parce que la rhinite allergique, c'est fréquent, hein, surtout dans la région d'Ottawa, 10 à 20 de la population. Là, il y a un aspect plus génétique, plus atopique. Hein. Puis évidemment, il ne faut pas se rappeler, la rhinite allergique, quand les gens ont un rhume 6 mois par année, ça affecte la qualité de vie, le sommeil, le rendement au travail aussi. Et particulièrement, ça c'est les pollens au Québec, mais c'est la même chose en Ontario. Pardon. On a quand même 6 mois de pollen par année. Et où est-ce qu'il y a le plus de pollen au Canada? Ben, c'est dans la région chez nous, dans l'Outaouais. Donc, à cause de la vallée d'Ottawa puis Gatineau. Donc, évidemment, nos patients souffrent 6 mois par année. Alors, il faut prendre ça en considération aussi. Ce sont juste les lignes directrices un peu de la rhinite allergique. C'est sûr, quand c'est léger, l'antihistaminique va fonctionner, mais le traitement de base, c'est vraiment des stéroïdes intranasaux. N'oubliez pas qu'il faut les commencer avant la saison des pollens, parce que si le nez est déjà congestionné, bien, votre pompe nasale n'aidera pas beaucoup. Antileucotriane singulaire, moi, je l'utilise beaucoup dans la rhinite qui coexiste avec l'asthme. Ça a un effet sur les deux. Puis évidemment, on a l'immunothérapie sublinguale ou sous-cutanée qui peuvent aider les patients. Et il y a seulement l'immunothérapie, en fait, qui pourrait améliorer le syndrome d'allergie orale. Donc, quand vous entendez parler de gens qui ont la gorge, la bouche qui pique avec plusieurs fruits et légumes, bien, on va blâmer le boulot. Hein. C'est vraiment celui qu'on voit le plus fréquemment, tous les fruits en question. L'herbe à poux appartient au melon, au concombre. Puis même les patients allergiques au latex pourraient réagir à la banane, les avocats, le kiwi. Tu vas manquer la pleure, ça a l'air du latex un peu. Donc, ce sont des allergies croisées. Mais en général, le syndrome d'allergie orale ne donnera jamais, jamais d'anaphylaxie. Et on peut le prouver parfois en montrant que le pollen va être très fort, mais le test aux fruits, à ce moment-là qu'on va faire, va être complètement négatif. Donc, dans ce cas-là, ici, à chaque fois que je mange des pommes, ça me pique dans la bouche. On a probablement un syndrome d'allergie orale au boulot et non pas une allergie aux pommes. Et en passant, lorsque le fruit est cuit, le patient ne présente aucun symptôme. Donc, ça prouve que ce n'est pas une allergie alimentaire. Prochain cas. C'est un vrai cas, ça. Chip au barbecue, pas au vinaigre. Le vin rosé, pas de rouge. Les arachides Costco, pas des planters, me donnent des migraines. Et elle veut des tests d'allergie. Classique, hein? Le patient qui a des intolérances. Est-ce que ça ressemble à une réaction de type 1? Absolument pas. Et c'est tout le chapitre des fameuses intolérances alimentaires. Hein? On peut voir ça avec des migraines, on peut voir ça avec des gens qui ont le côlon irritable, des patients qui réagissent à certains produits. C'est tout le phénomène des intolérances alimentaires. Donc, encore une fois, il faut se poser la question, est-ce que les symptômes ont l'air de quelque chose d'immédiat type 1? Est-ce que je parle d'urticaire, d'angioedème, cardio-respiratoire?
ou bien c'est complètement digestif ou étrange, comme des migraines, une fatigue, et là, on est plus dans l'intolérance alimentaire. Alors, les fameuses réactions non IgE médiées, c'est ce que je vois le plus souvent. Donc, en clinique d'allergie, on voit plus souvent des non-allergiques que des allergiques parce qu'on est là pour rassurer et prouver que ce n'est pas allergique. Alors, c'est souvent digestif, parfois cutané. Hein? Il y a quelque chose qui s'appelle la dermatite atopique qui peut être associée à certains aliments, mais encore une fois, ce n'est pas une réaction de type 1, c'est une réaction de type 4. On est très limité dans nos options. Par contre, on va voir que l'élimination peut parfois aider, même l'eczéma et surtout les manifestations digestives. Donc, plus on en mange, plus on a de symptômes. Alors, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. C'est des symptômes qui se présentent à chaque exposition. Par exemple, déficit en lactase, hein? Donc intolérance au lactose. On n'est pas allergique au lait. On peut être allergique au lait si on est anaphylaxique, mais souvent, si on a du ballonnement, des crampes, etc. au lait, c'est souvent un déficit en lactase, ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à administrer, à malabsorption du fructose. Hein? Dans le coloricam, on voit ça. Donc, c'est qu'une question d'absorption du fructose. Un déficit enzymatique, ça n'a rien à voir avec l'allergie. Aldéhyde déshydrogenase, des gens qui ne tolèrent pas l'alcool, hein, qui ont toutes sortes d'effets secondaires s'ils consomment de l'alcool, particulièrement les patients asiatiques. Ce n'est pas une allergie à l'alcool, c'est un déficit en une enzyme qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus sensible à l'effet de l'alcool. Les migraines, hein, ma migraine est accentuée par le chocolat, le café, les épices. La relation n'est pas claire, mais ce n'est pas de l'allergie, encore une fois. L'intolérance au sulfite et le syndrome du restaurant chinois, hein, les patients se disent, je suis allergique au sulfite, là, à chaque fois que je consomme certains vins, je vais réagir. Même chose quand je vais au restaurant chinois, j'ai du flushing. On est tous dans l'intolérance. Rappelez-vous que le sulfite, le MSG, ce ne sont pas des protéines. On ne peut pas avoir une allergie alimentaire à un produit chimique. Les aliments riches en histamine, les fraises particulièrement, certains poissons également aussi contiennent beaucoup d'histamine. Donc, on n'est pas dans l'allergie, on est vraiment dans le domaine de l'intolérance. C'est pas facile, mais heureusement qu'on peut avoir le test d'allergie des fois pour prouver que c'est négatif ou bien rassurer en disant, moi, ce que je fais, c'est du type 1, c'est de l'anaphylaxie, vous n'avez pas ça, donc soyez rassurés, il n'y a pas de danger. Donc, voyez ce qui s'est passé avec la patiente. Elle a effectué des tests d'allergie alimentaire sanguine. Elle a payé 350 chez Donnacare. Et là, les tests positifs, saumon, lait, œufs, saumon. Puis elle vous dit, je savais, depuis que je les ai enlevés, je me sens tellement bien. Gros effet placebo ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les tests sanguins multi-aliments, où le patient vous apporte une belle feuille là, avec plein d'allergènes, là, vous détecte des IgG et des IgM. Et plus vous mangez un aliment, plus vous allez avoir des IgG et IgM. Donc, classiquement, si on se fie à la logique, plus vous mangez des aliments, vous avez l'impression qu'ils vous rendent malade, vous les enlevez de votre diète, bien, vous perdez du poids. Vous perdez du poids, vous êtes content, vous vous sentez mieux et vous avez réglé le problème des allergies alimentaires. Jusqu'à temps que vous soyez déficitaire en fibres et que vous augmentiez votre risque de néoplasie digestive. C'est une fausse interprétation de l'intolérance. La réponse, il n'y a aucun test objectif disponible pour l'intolérance alimentaire. Donc, c'est très clair que ces tests-là n'ont aucune valeur scientifique. D'ailleurs, si vous lisez, c'est écrit, à titre indicatif seulement, ne détecte pas les allergies. Donc, on n'encourage jamais les patients. C'est prendre l'avantage de patients vulnérables, leur soutirer de l'argent pour quelque chose qui n'a aucun sens. Alors, oui, les patients vont avoir parfois du côlon irritable ou des problèmes de digestion, etc. Le retrait alimentaire est mieux. Tout le monde connaît le FODMAP ici avec certains aliments, là, que vous voyez ici. Bien, le fait de retirer, d'éliminer, si ça fonctionne, c'est une bonne nouvelle. Donc, la seule façon de déterminer une intolérance alimentaire digestive, c'est le retrait. Donc, encore une fois, vous ne trouverez jamais de test objectif pour une intolérance alimentaire digestive. Mais parfois, couper de ces produits-là peut vous permettre de régulariser, d'améliorer votre condition
mais vous n'avez certainement pas besoin de tests IgG et IgM pour vous guider à ce moment-là. Alors, ça pourrait être la même patiente, mais là, elle vous dit quelque chose de différent. Elle vous dit, je perds du poids, j'ai des symptômes digestifs étranges et une grande fatigue. Bon, symptômes digestifs étranges et grande fatigue, ça ne m'inquiète pas. Par contre, un patient qui perd du poids, je me questionne. Et là, il faut se poser la question, est-ce qu'on a quelque chose d'anormal ici? Et je vais parler un petit peu de maladie cœliaque parce que c'est quelque chose que je vois souvent. Et les gens ne font pas la différence entre une allergie au gluten versus une intolérance au gluten versus la maladie cœliaque. Donc, d'abord, la maladie cœliaque, elle est souvent familiale. Si un patient suspecte un cœliaque, on leur demande est-ce qu'il y en a dans la famille? Donc, c'est ça. D'abord, ce n'est pas une maladie allergique, la cœliaque. C'est une maladie immunologique induite par le gluten. Donc, c'est une maladie immunologique qui n'a rien à voir avec une allergie au gluten ou même une intolérance au gluten. L'intolérance au gluten, c'est simplement qu'on digère mal le gluten puis on a des symptômes digestifs. Ça a un potentiel néoplasique. Si on a une maladie cœliaque puis on continue à manger du gluten puis on perd du poids, bien, ça pourrait se développer un cancer du côlon aussi. Alors, la maladie cœliaque, elle est bizarre parce que des fois, il y a des manifestations digestives. C'est sûr que si on perd du poids, diarrhée, etc., c'est clair. Mais des fois, il y a des manifestations extra-intestinales. Une ostéoporose que vous n'expliquez pas, un patient anémique, c'est pas clair. La dermatite herpétiforme aussi, qui ressemble à de l'herpès cutanée, mais à différents sites, pourrait être des manifestations de maladie cœliaque. Donc, la maladie cœliaque, elle peut être extra-digestive et le patient ne peut avoir aucun symptôme. Il peut même avoir des troubles neurologiques. C'est controversé, mais il y a eu quand même des formes d'encéphalite, de troubles neurologiques qui ont été induites par le gluten chez les patients qui étaient cœliaques. Alors, on est beaucoup plus dans une maladie sévère que l'intolérance au gluten ou l'intolérance digestive. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, on se rappelle que le test standard pour diagnostiquer la maladie cœliaque, c'est l'endoscopie digestive. Puis évidemment, il ne faut pas commencer à arrêter de manger du gluten avant l'endoscopie, sinon le test va être négatif. Donc, vous êtes obligé de dire au patient, ne change pas ta diète tout de suite, il y a une forte suspicion, mais continue jusqu'à temps que tu aies eu ta biopsie. Donc, vous avez une probabilité, et l'histoire familiale, etc., référent à gastroentérologie tout de suite. Par contre, si vous avez l'impression que ça ne fait pas de sens, on a l'avantage d'avoir deux tests qui s'appellent le TTGA et le dosage d'IgA. Pourquoi on fait le dosage d'IgA? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont déficitaires en IgA et puis ils pourraient se retrouver avec un faux TTGA négatif. Mais en général, moi, ce que je fais pour assurer le patient qu'il y a des symptômes digestifs étranges, mais pourtant, ça paraît cœliaque qui ne perd pas de poids. Je fais un IgA, un TTGA, c'est négatif, j'élimine la maladie cœliaque, point à la ligne. Par contre, si j'ai une probabilité plus élevée, ben, c'est sûr que je vais référer en gastroentérologie à ce moment-là, puis aller vers la biopsie duodénale, qui est quand même le standard. Donc, on se rappelle que vous avez accès à ces tests-là. Évidemment, ce ne sont pas tous les labs. Souvent, ça se fait à l'hôpital, alors qu'en privé, ça peut être à la charge du patient. Mais si ça les rassure, évidemment que vous pouvez le faire. Sinon, ben, le test standard, c'est la biopsie. Encore une fois, on n'est pas allergique au gluten. On a une maladie cœliaque qui est une maladie immunologique, ou bien on est intolérant au gluten parce qu'on ne le digère pas bien. Mais c'est trois affaires totalement différentes ici. Dernier cas clinique ici, j'ai parfois des pertes de conscience de l'urticaire, je fais trop d'exercice. Et là, l'expression « je suis allergique à l'exercice » existe vraiment. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange dans cette maladie-là ici, parce qu'on peut faire de l'anaphylaxie à l'activité physique. C'est extrêmement bête, mais des patients pourraient faire un choc anaphylaxique s'ils continuent leur activité physique. Donc, si un patient, à chaque fois qu'il fait de l'activité physique, commence à faire de l'urticaire puis de la misère à respirer, il est temps qu'il arrête, parce que sinon, il va évoluer vers l'anaphylaxie. Il y a quelque chose de plus étrange que ça, c'est l'anaphylaxie à l'exercice induite par la nourriture. Fait qu'imaginez, puis ça, j'en ai vu 3-4 dans ma pratique. Le patient a un test d'allergie positif, mais il peut consommer l'aliment en question s'il ne fait pas d'exercice. C'est-à-dire que s'il consomme carottes 30 minutes avant l'activité physique, il peut faire un choc anaphylaxique. Par contre, s'il ne consomme pas d'aliment, il peut faire l'activité physique. Alors, il faut poser vraiment la question. Quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu as mangé?
Et en général, on va aller à la recherche de l'aliment et on peut changer la vie du patient ici. Classiquement, on voit plus d'anaphylaxie à l'exercice, mais il faut toujours questionner est-ce qu'il pourrait avoir de la nourriture associée à ça. Donc, c'est vraiment étrange. C'est comme si notre système immunitaire s'emballe quand on combine exercice et aliments, mais les deux ensemble pourraient être corrects à ce moment-là. J'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu plusieurs cas d'anaphylaxie à l'exercice, puis quelques cas induits par la nourriture. Puis c'était les trois aliments que j'ai vus, carottes, céleri, noix. C'était ceux-là qui étaient revenus le plus souvent. Donc, si jamais ça vous arrive, cette histoire-là, c'est pas imaginaire, ça existe vraiment. On ne sait pas pourquoi, mais c'est une maladie extrêmement étrange, mais ça peut exister. Donc, je vais terminer avec les points cliniques parce que je m'assure qu'on avait du temps pour les questions. Donc, les points clés ce soir, encore une fois, l'histoire pour toutes les réactions. Ce que je fais, moi, dans le fond, lorsque je fais un test d'allergie, je vais juste documenter ce que je pense. Je ne le dis pas souvent aux patients, mais je leur dis, les chances que vous soyez allergique sont extrêmement faibles parce que d'un point de vue histoire, ça ne fait pas de sens. Par contre, si j'ai une histoire claire et là, j'ai un test négatif, bien là, je vais peut-être aller un peu plus loin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que le patient a une réaction IgE médiée ou non IgE médiée? Est-ce que c'est rapide, 120 minutes? Est-ce que c'est multisystémique? C'est comme ça que je vais pouvoir aller effectuer mon test. Si ça n'a pas l'air non IgE médié, je n'ai pas de test nécessairement pour l'intolérance. Votre rôle, prévenir et évidemment traiter l'anaphylaxie. Donc, il n'y a pas de problème à prescrire un auto-injecteur d'adrénaline chez un patient qui est en attente d'évaluation. Au pire, on lui dira qu'il n'en a pas besoin de renouveler, mais c'est toujours une bonne idée de le faire, de le prescrire. Et ce soir, on a vu également qu'il y a des nouveautés sur le plan des auto-injecteurs. Avec EMRAD, on a une aiguille plus longue et on a une dose peut-être plus efficace pour les patients qui ont un surpoids. Il n'y a aucun test objectif pour l'intolérance alimentaire. Donc, je suis convaincu que vous n'avez jamais prescrit des tests sanguins multi-alimentaires, mais ces tests-là n'ont aucune valeur scientifique. Ils testent d'IgG, IgM, et plus vous en avez mangé, plus votre taux d'IgG, IgM est élevé. Intolérance ou allergie, le traitement est le même. On n'a pas de vaccin contre la crevette, contre le homard. Donc, le but, c'est faire extrêmement attention à la contamination, puis s'assurer que notre auto-injecteur est toujours près de nous à ce moment-là. Alors, c'est ce qu'on a fait ce soir. On a parlé d'allergie alimentaire intolérante, vraiment sur des points cliniques, sur l'importance de l'histoire, le délai, est-ce que le patient en a consommé ou non. Tout le reste est une intolérance. Si vous suspectez une allergie alimentaire, votre rôle, c'est de prévenir l'anaphylaxie. Puis évidemment, nous, on peut prouver que c'est vraiment une allergie alimentaire ou éliminer. Mais très souvent, votre jugement clinique est encore plus important et vous allez décider si ça vous apparaît allergique ou non. Quand est-ce qu'on va faire des tests d'allergie? Bien, pour rassurer le patient, vous avez accès aux tests sanguins RAST. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Vous avez accès à des tests sanguins pour la maladie cœliaque quand vous jugez que c'est vraiment pas ça. Mais évidemment, on sera toujours là pour aider vos patients. Des fois, pour les rassurer, parce que il y a le truc de dire, le médecin de famille m'a dit ça, mais moi, je veux parler au spécialiste qui va me dire ça. C'est comme quand on convainc les patients de prendre l'insuline, ça fait juste 2 ans que vous leur dites, puis moi, à la première visite, ils acceptent. Ça va toujours être comme ça, malheureusement. Mais à ce moment-là, on pourra déterminer. Donc, il n'y a pas de mauvaise référence. Par contre, encore une fois, ne référez pas pour des tests d'intolérance. Il y a des bonnes chances que la consultation va être refusée. Oui, je vais voir vos patients pour urticaire chronique, mais pas pour des tests d'allergie. Donc, si je vois un patient pour urticaire chronique, c'est vraiment pour intensifier le traitement, mais pour jamais faire des tests d'allergie. Urticaire aigu, oui. Urticaire chronique, non. Alors, voici les perles cliniques que je voulais discuter ce soir. Puis, je vais m'arrêter là-dessus. Vous allez pouvoir utiliser le chat si vous voulez pour poser vos questions. Donc, soyez pas gênés, on a amplement de temps. Si vous avez des questions plus tard ou des cas cliniques à discuter, vous avez toujours mon adresse. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Puis oui, les gens m'envoient des questions, m'envoient des cas aussi. Puis des fois, je vois leurs patients là, en suivi. Donc, que ce soit à l'hôpital Montfort, au Carrefour Orléans ou à l'hôpital d'Hawkesbury, la clinique d'allergie bat son plein. Toujours aussi populaire et occupée. Mais ça peut répondre aux questions des patients, c'est ce qui est important. Donc,
je vais aller tout de suite au chat. Et puis, Camille a parlé de l'évaluation, c'est extrêmement important. Donc, vous savez que ce soir, la conférence, elle est accréditée. Donc, lorsque vous complétez l'évaluation, nous, on vous soumet à ce moment-là l'accréditation pour un crédit pour ce soir. Alors, au sujet d'allergie au lactose, certains patients désirent un test, je dis qu'il n'est pas utile. Ben, alors là, il faut faire la différence. Est-ce qu'on est vraiment dans l'anaphylaxie au lait? Donc, est-ce que le patient a pris un produit laitier et a développé une réaction IgE médiée dans les 30 minutes, incluant l'urticaire, l'angiodème, le choc cardio-respiratoire ou des symptômes digestifs intenses? Par contre, s'il vous dit, je bois des produits laitiers, j'ai des crampes, du ballonnement, des gaz, etc., c'est l'intolérance au lactose. Donc, oui, on peut faire l'allergie au lait. C'est beaucoup plus rare chez l'adulte, mais il faut que j'aie cette idée que c'est multisystémique et que c'est rapide. Si ma seule manifestation, elle est digestive, ce que je vais dire aux patients, coupez le lactose, essayez des produits comme le Lactaid, des produits déjà digérés, ça va vous aider. Donc, probablement que si le patient désire un test, il n'y a pas vraiment de test. Il y avait un test en médecine nucléaire avant qui permettait de déterminer l'intolérance au lactose, mais ils ont arrêté de le faire il y a quelques années. Donc, c'est vraiment procédé par élimination à ce moment-là. Mais si vous avez un doute sur anaphylaxie, définitivement qu'on peut faire un test pour rassurer le patient. Immunothérapie orale versus piqûre d'allergie. Oui, on parle de la rhinite allergique ici. Est-ce que c'est équivalent? Bon, vous savez maintenant, je sais que beaucoup de médecins de famille n'aiment pas ça, donner des vaccins contre les pollens, etc. Il y a un nouveau joueur qui est l'immunothérapie sublinguale. Donc, on en a pour le bouleau, le gazon, l'herbe à poux et même les acariens. L'avantage, c'est que c'est le patient lui-même qui fait son immunothérapie. Donc, 4 à 6 mois par année, il fait fondre le comprimé sous sa langue. On n'a pas beaucoup de recul, mais ce qu'on saurait présentement, c'est qu'il y a encore un petit avantage sous-cutané, mais l'immunothérapie orale, c'est tellement pratique parce que le patient peut le faire lui-même, donc il ne va pas attendre dans votre cabinet pendant 30 minutes. Et l'autre chose, il n'y a pas de risque d'anaphylaxie, comme il pourrait en avoir avec la piqûre. C'est pour ça que le patient reste 30 minutes dans votre cabinet. Puis moi, je l'offre. Je le dis au patient, j'ai ça, j'ai ça. La majorité vont choisir l'oral et à date, mon succès est très bon. Il est possible que l'immunothérapie ne dure pas aussi longtemps, quitte à recommencer l'immunothérapie sublinguale peut-être plus tard. Mais présentement, le succès est bon. Ce qui me limite, c'est le coût, évidemment. On parle d'un vaccin sous-cutané peut-être 300 $ par année versus l'immunothérapie à 1500 $. Donc, c'est 5 fois plus cher. Si vous avez une bonne assurance, ce n'est pas un problème. Mais souvent, ce qui limite, c'est le coût. Donc, le vaccin sous-cutané est beaucoup moins dispendieux, mais il implique quand même que le patient aille vous visiter, qu'il attend 30 minutes, puis il y a toujours un risque d'anaphylaxie. Mais les deux vont aider le syndrome d'allergie orale. C'est-à-dire que le patient sera plus tolérant à manger des pommes, des cerises dans le futur, etc. Oui, le breath test, c'est celui-là. Hein. Il existait, mais malheureusement, il n'est jamais disponible. Ils ont arrêté de le faire. Il y avait des problèmes de qualité. Donc, il est peut-être plus facile de dire, écoute, là, ça ressemble à l'intolérance au lactose, procède par élimination, coupe-le de ta diète, et si tu te sens bien, tu as ta réponse. Les gens veulent avoir des mesures objectives pour l'intolérance, qui n'est pas une maladie objective. Donc, le fameux breath test, il n'existe plus, pas dans la région d'Ottawa notamment. Puis, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y avait une question de qualité puis de produits qui n'étaient pas disponibles. Donc, souvent, je procède par alimentation. Pas alimentaire, allergie au polysporin, pas grand-chose sur leur site web. On parle probablement ici, deux types d'allergies médicamenteuses. L'allergie type 1, qui peut être anaphylaxique, souvent à la première dose. Polysporin, par contre, est un anesthésique topique qui peut donner de la dermatite de contact. Donc, chaque antibiotique a un potentiel de donner une réaction de type 1 anaphylaxique versus une dermatite de contact type 4. Donc, est-ce qu'on peut être allergique au polysporin? Absolument. Comment on le prouve? Et là, c'est le dermatologue qui va faire le test, patch test qu'on appelle. Donc, on applique le produit sur le dos, on applique un pansement et on enlève 48 heures plus tard. Donc, ça devient du domaine de la dermatologie. Nous, en médecine interne, allergologie, on va faire des types 1, alors que lorsqu'on parle de dermatite de contact, c'est plus le dermatologue à ce moment-là. Donc, oui, on peut être allergique au polysporin, absolument.
le mieux, c'est de l'éviter. Mais si on veut vraiment prouver, puis on n'est pas sûr si c'est un constituant à l'intérieur ou si c'est vraiment l'antibiotique, à ce moment-là, le dermatologue peut faire des patch tests. Je pense qu'à Ottawa, l'attente est de 3 ans. Oral, combien d'années en moyenne pour succès? Donc, on parle de immunothérapie orale sublinguale. C'est 3 ans le traitement pour éventuellement avoir un bénéfice long terme. Donc, on n'a pas assez de recul pour dire que ça va durer 20 ans, mais l'avantage du traitement, c'est 3 ans. Alors que le sublingual, le sous-cutané, c'est 3 ans aussi, mais des fois, on va jusqu'à 5 ans. Donc, pour l'instant, 3 ans de traitement sublingual. Est-ce qu'on peut faire un test de provocation à l'hôpital pour une discussion d'allergie à la pénicilline? Bon, la fameuse pénicilline, hein? Ça, j'en ai vu des centaines ou des milliers, puis je ne pense pas que j'ai trouvé personne allergique à la pénicilline. C'est malheureusement l'allergie la plus incorrecte. Par contre, je vous comprends aussi, personne ne va être à l'aise de donner un test à la pénicilline. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment qu'on peut tester le patient. À l'histoire, je vais le savoir. Mais tout le monde ne peut pas être testé. Ça, je suis bien d'accord. Il y a une question de coût. Le fameux test est payé par l'hôpital, mais il coûte quand même 80 $ la fiole. Je vous dirais qu'il y a un protocole qui s'appelle le PenFast, qui est juste un questionnaire, puis qui vous rassure un peu. Dans le fond, si la réaction, elle est très lointaine, elle n'était pas anaphylaxique, le patient n'a pas reçu d'adrénaline, en général, vous pouvez en donner sans problème. Le 10 ça peut être quelque chose d'intéressant, particulièrement si vous êtes à l'hôpital. Puis effectivement, c'est un test d'allergie. Donc, vous pouvez donner 10 de la dose, puis si ça va bien, 90 péros ou intraveineux. Donc, oui, vous pouvez le faire, mais ce que je vois très souvent, c'est qu'il n'y en a pas d'histoire. L'allergie de symptômes à la pénicilline, habituellement, c'est vraiment à la première dose. Donc, toute réaction qui se produit 5 à 6 jours plus tard qu'on a débuté un traitement à pénicilline, ce n'est pas de type 1. On est vraiment dans les réactions IgG, IgM, fait que ce n'est pas une réaction allergique. Donc, pénicilline, ça veut dire qu'à la première dose, elle a fait un choc anaphylaxique. Donc, tous les petits rash de bébés qu'on voit à 3 ans, j'ai eu la pénicilline, ça fait 62 ans que je suis allergique, ils ne sont jamais, jamais allergiques. Donc, oui, je peux les voir, ces patients-là, j'en vois plusieurs par semaine, mais je vous dirais que toutes les éruptions cutanées de l'enfance tardive ne sont pas allergiques. Donc, rappelez-vous encore une fois, une réaction allergique à la pénicilline, première dose égale anaphylaxie. Si ce n'est pas ça, il n'y a aucun danger. Urticaire aigu peut être clavulin? Oui, encore une fois, c'est possible. Par contre, première dose de clavulin. Si l'urticaire se produit 6 jours après avoir commencé le clavulin, c'est l'infection qui a causé l'urticaire, ce n'est pas le clavulin. Donc, souvent, on blâme l'antibiotique, mais c'est l'infection qui a donné l'urticaire. Donc, évidemment, je peux faire un test pénicilline pour ce patient-là. Je n'ai pas de test acide clavulinique, mais si c'est retardé, c'est retardé. Donc, urticaire aigu, oui, à la première dose. Si ça a été produit jour 4, jour 5, ce n'est pas relié à ça. Angioedème cutané corporel à la tête aux pieds. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Il y a plus de chances que ce soit de type anaphylaxique. Donc, mais évidemment, il faudra voir l'histoire là-dessus. Parce que polysporin, c'est quand même un antibiotique. Et il est possible qu'un antibiotique topique donne une réaction plus anaphylaxique. Donc, à ce moment-là. Mais il n'y a pas de test qui existe. De toute façon, si vous me référez ce patient-là, à part pénicilline, je peux tester aucun antibiotique. Fait que je vous dirais simplement, oui, peut-être, évitez-le simplement, tous les constituants. Mais ça, c'est une autre chose. Hein? Les gens nous réfèrent pour test d'allergie, au Norvasc, test d'allergie, à la metformine. Ça n'existe pas. On a juste la pénicilline, on a les anesthésiques locaux, puis peut-être les céphalosporines, mais c'est tout. Donc, je ne peux pas tester au sulfa, je ne peux pas tester au cipro, polysporin. Donc, je vais me baser à l'histoire. On est très limité dans les médicaments parce qu'on n'a rien de standardisé. Donc, à part la pénicilline, il n'y a pas un antibiotique que je peux tester. Angioedème après la course à pied, lorsque vous avez une crevette, oui. Oui, c'est un très bon point. Ça a l'air d'une anaphylaxie à l'exercice induite par la nourriture. Donc, d'abord, ce patient-là devrait avoir des tests d'allergie aux crevettes. Ensuite, souvent, on pourrait lui demander, il se pourrait qu'il puisse consommer des crevettes. Un test d'allergie négatif à la crevette, ça ne fait pas de sens. C'est bizarre, cette histoire-là. Donc, je ferais un test quand même. L'histoire est bizarre. Je ferais quand même, est-ce que c'est un faux négatif? Je ferais probablement un test IgE spécifique à la crevette d'abord, pour voir si on est vraiment dans le négatif.
Mais si mon test d'allergie est négatif à la crevette, puis mon test sanguin est négatif, oui, tu peux manger des crevettes, combine-les pas. Mais en général, dans le domaine de l'anaphylaxie induite par l'exercice, le test, il est positif avant la crevette. Donc, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que le patient mange toujours des crevettes puis fait toujours l'anaphylaxie exercice? Il faudra regarder vraiment l'évolution. Mais habituellement, un test d'allergie négatif avec un IgE négatif, il n'y a pas d'allergie alimentaire à ce moment-là. Lait de chèvre et la panacée pour intolérance au lactose, peut-être chez. Ben, c'est pas clair. Hein? La question de l'intolérance au lactose, on parle du lait de vache ici. Oui, on peut être allergique au lait de vache, puis pas au lait de chèvre nécessairement. Donc, faut faire des essais. À ce moment-là, on est dans l'intolérance ici. Donc, ce n'est pas une question d'anaphylaxie. Donc, on supprime, on ajoute, puis si ça fonctionne, on continue. Mais tout ce qui est, comme il n'y a pas de test objectif, c'est vraiment de l'essayer à ce moment-là, puis voir si on tolère l'aliment. Et voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour ici. Est-ce que j'ai bien compris l'allergie alimentaire classique? Oui, absolument. Type 1. C'est ce qu'on fait. Le test d'allergie, il est type 1. On peut avoir des réactions de type 2, 3, 4. L'exemple, c'est que la dermatite atopique peut être induite par certains aliments, mais pas de type 1. Mais ça va donner de la dermatite atopique. Donc, le terme allergie alimentaire qui fait peur, c'est l'allergie IgE1 type 1. Effectivement, c'est la seule à peu près qu'on peut tester de façon objective. Parfait. Quelle heure est-il? Oui, 19h57. Parfait. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos questions très pertinentes. J'espère que ça a apporté une certaine approche pour vos patients. Si vos patients sont anxieux et ont besoin de voir quelqu'un, oui, on va les voir, ce n'est pas un problème. On ne refuse pas jamais personne, sauf si vous nous demandez de voir le patient veut des tests d'intolérance, on n'en a pas. Par contre, quand c'est pour rassurer un patient, quand c'est un test, oui, on va être là pour les aider. On est très limité dans nos médicaments. Hein. Je dis, on ne peut pas tester la majorité des médicaments, mais la pénicilline, on peut le faire. Puis évidemment, ben, on peut rassurer, dans le fond, dire, ben, c'est pas IgE, consomme-en pas. Puis évidemment, tu vas peut-être te sentir mieux. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. Et puis, n'oubliez pas le formulaire d'évaluation. Vous allez recevoir votre certificat d'accréditation. Et le mois prochain, en février, on s'en va en physiatrie. Donc, Dr Petit va présenter sur tout ce qui fait mal, les algies, cervicalgie, doxalgie, lombalgie. Donc, ça risque d'être très intéressant. Donc, soyez des nôtres là, pour le dernier mercredi de février. Alors, je vais arrêter le webinaire ici, puis je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.